Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le climat social et les grèves au menu de la séance de questions d'actualité. Édouard Philippe, le Premier ministre, va répondre aux sénateurs sur les mobilisations des cheminots, mais aussi des étudiants. C'est à suivre en direct sur notre antenne dans un quart d'heure. La réforme des institutions ne passe pas auprès de la majorité sénatoriale. Réduction du nombre de parlementaires, introduction d'une dose de proportionnelle et modification de la procédure législative. Les sénateurs y voient un casus belli. On en parle dans cette édition. La reprise de la dette de la SNCF au cœur d'une réunion entre les syndicats et Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Ils sont réunis en ce moment même pour tenter de trouver un compromis. Demain, c'est la question des droits sociaux des cheminots qui sera sur la table des négociations. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi. Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Vous le disiez en titre, la copie du gouvernement dévoilée hier sur la réforme des institutions est loin de faire l'unanimité. Au Sénat, ces annonces divisent profondément. Jérôme Rabier. Les annonces faites, place maintenant au débat au Parlement. Le gouvernement pourra évidemment compter sur le groupe LREM et ses 21 sénateurs pour appuyer sa réforme. Le groupe des Indépendants et celui du RDSE, malgré la diversité de leur composition, devraient également soutenir le projet, même si le respect des territoires ruraux sera attentivement défendu. Je crois qu'il n'y a pas de surprise, c'est ce qui a été annoncé sur les engagements du président de la République, largement approuvés par les Français, non pas au printemps dernier, mais qui sont encore approuvés aujourd'hui. Le groupe centriste et ses 50 sénateurs devra encore être convaincus. Ils réclamaient davantage de proportionnel et plaident pour une baisse de 25% du nombre de parlementaires. Mais le président du groupe espère tout de même un accord. C'est une base importante qui permet de converger parce qu'on n'est pas loin, me semble-t-il, d'un objectif si tout le monde y met du sien. Côté socialiste, des doutes importants subsistent. Si la partie constitutionnelle ne devrait pas poser problème, la préservation des prérogatives du Parlement sera centrale dans leur positionnement. Il était important de remettre plutôt le Parlement au centre du dispositif. Ce n'est pas exactement ce que je lis de la volonté qui est affichée. Les communistes s'opposeront, eux, à la réforme, dénonçant presque tous ces aspects. En revanche, c'est la grande interrogation pour le groupe Les Républicains du Sénat. Gérard Larcher n'a pas encore fait connaître ses intentions après avoir négocié âprement avec le gouvernement et notamment obtenu la garantie d'un sénateur et député par département. Pas forcément aligné sur Laurent Wauquiez, le président du Sénat devra composer avec ceux qui ne veulent pas faire de cadeaux à Emmanuel Macron, sans apparaître comme un opposant de principe à toute évolution. Sa parole, privée ou publique, sera en tout cas scrutée de toutes parts, tant dans ses rangs qu'au gouvernement, pour tenter de prédire la réussite ou non de ces réformes institutionnelles à venir. Et direction à présent la salle des conférences pour une première réaction avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, le sénateur LR de l'Ardèche, Mathieu Darnaud, c'est à vous. Oui, Mathieu Darnaud, hier soir, Gérard Larcher a averti que le projet de révision constitutionnelle tel qu'il a été présenté hier par Édouard Philippe ne passait pas auprès des LR. Le débat parlementaire doit le corriger. Qu'est-ce qui, pour vous, pose le plus problème ? Je crois qu'on peut évoquer la question de l'abaissement du nombre de parlementaires de 30%, la question des 15% de proportionnel. Vous savez quel est notre avis sur le sujet. Après, on peut aussi mettre en avant le fait que le Sénat, sur certains points, a été entendu, notamment certains points qui étaient défendus par Gérard Larcher sur le droit d'amendement et sur d'autres sujets qui étaient pour nous importants dans le respect du parlementarisme, dans le respect du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et je crois que là-dessus, il y a eu quand même des avancées. Maintenant, effectivement, ce qui pour nous demeure, et ça a été finalement le message que nous avons délivré depuis le début, la nécessité à ce que chaque territoire soit justement représenté, les territoires ruraux comme les territoires urbains. Oui, sauf que le problème, c'est que la baisse de 30% pose une question pour
Vous n'y croyez nécessairement. Pas. Vous pensez qu'avec 30%, ce n'est pas possible? Je pense que c'est plus compliqué, en tout cas, et plutôt qu'un chiffre, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est véritablement le fait que chaque département, ça, c'est acté, et bien sûr, à minima, un député et un sénateur, mais plus encore, qu'on ait un équilibre des territoires, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 40 ou 50 départements qui se retrouvent avec un seul sénateur face à des départements, des territoires métropolitains qui concentrent un nombre trop important de sénateurs. Parce qu'encore une fois, la raison d'être du Sénat, c'est de représenter les territoires, c'est de représenter les élus locaux. La proportionnelle, c'est ce qui pose le plus de problèmes à vos collègues à l'Assemblée nationale. Pour eux, c'est niette, ils ne veulent pas du tout de proportionnelle. Est-ce que vous êtes un peu plus souple? Gérard Larcher lui plaidait pour 10%, avec 15%, on n'est pas si loin. Écoutez, on a eu un discours très clair, nous ne sommes pas favorables à la proportionnelle. Pour autant, il va de soi que si c'est un passage obligé, par rapport au nombre des 15%, on appellera de nos voeux que ce chiffre soit revisité à la baisse. Bien sûr, il y aura un débat. La volonté, c'est véritablement d'essayer à ce qu'il n'y ait pas de proportionnel. Mais serons-nous entendus? Ça, c'est un autre débat. Un dernier mot sur la fabrique de la loi. Finalement, le gouvernement a renoncé au contingentement des amendements, mais il va tout de même y avoir un filtre sur les amendements qui vont pouvoir être déposés. Il y a aussi l'affaire de textes prioritaires qui pourront intervenir dans l'ordre du jour. Tout ça, c'est quand même des sources d'inquiétude pour le Parlement? Oui, parce que si le gouvernement nous présente tous ces textes comme des textes prioritaires, on peut nécessairement être inquiet par rapport aux textes qui seront d'initiative parlementaire. Donc vigilance absolue. En revanche, le droit d'amendement, c'est un peu une sagesse quand même que le gouvernement et le Premier ministre soient revenus dessus, parce que c'est consubstantiel de l'équilibre des pouvoirs, de la vie démocratique, de la vie parlementaire. Et là-dessus, c'est plutôt positif. Bien, merci beaucoup Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, à mon micro, nous allons accueillir le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Bonjour. Bonjour. Alors la balle est donc désormais dans le camp du Parlement, dans la réforme constitutionnelle. Et on est tout de même loin de l'accord des 3/5 pour l'instant, notamment lorsque l'on voit l'opposition très claire de la droite, aussi bien sur la proportionnelle que sur l'affaire de l'abaissement de 30% des parlementaires. Pourquoi être pessimiste? Pourquoi imaginer qu'un projet qui est attendu par les Français, qui est voulu par les Français, qui était dans le mandat présidentiel sur lequel ils ont élu Emmanuel Macron, ne puisse pas rassembler des femmes et des hommes qui, dans une logique de dépassement politique, veulent moderniser nos institutions? Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans l'Assemblée nationale, j'ai confiance dans le Sénat pour qu'on puisse assumer ces grands choix qui portent évidemment sur des sujets sensibles, non cumul dans le temps. La diminution du nombre de parlementaires sont des sujets sensibles. Mais en même temps, il y a des affirmations fortes, des revendications entendues. Celles du président Larcher l'ont été pour l'essentiel. Oui, la réduction justement de 30% des parlementaires s'effectuera, je reprends les mots d'Édouard Philippe hier, dans des conditions qui garantissent la représentation de tous les départements et territoires. Ça veut dire qu'il y aura forcément un sénateur par département. Je pense que vous avez très bien compris le propos du Premier ministre. En même temps, c'était facile, il était clair le propos du Premier ministre. Et vous le savez, c'était une des conditions, une des lignes rouges posées par le président du Sénat, mais aussi par de très nombreux parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés. C'est un sujet qui est important pour incarner cette proximité nécessaire. Mais ce qui impliquait d'avoir un plus grand nombre de circonscriptions à une époque où on communiquait moins vite qu'aujourd'hui peut nous permettre aujourd'hui d'avoir cette baisse du nombre de parlementaires. Pas des moyens pour les parlementaires, parce qu'il nous faut des parlementaires puissants et aidés. Alors il y a également eu des éléments sur la fabrique de la loi hier et d'autres choses qui inquiètent les parlementaires, à la fois le fait qu'il y ait une limitation sur les amendements avec une portée non normative, les amendements qui n'ont pas un lien direct avec le texte. Il y a aussi une autre grande inquiétude, c'est sur ces textes prioritaires du gouvernement qui pourront intervenir dans l'ordre du jour. C'est pas revenir sur l'ordre du jour partagé de 2008, ça? D'abord, quand vous avez des urgences sociales, des urgences sociétales, quand la France attend quelque chose, je pense qu'il n'est pas très logique de se dire « Ah mais non, mais ce mois-ci, ça n'est pas possible parce que le calendrier est chargé ». Et ça, je suis sûr qu'on trouvera un accord et qu'il ne s'agira pas d'imposer quoi que ce soit. Et ensuite, sur la question des amendements, le droit d'amendement, il y a une inquiétude sur le fait que ce droit d'amendement puisse être constaté, il ne l'est pas. Et nous ne faisons que rappeler ce qui est déjà la règle et qui d'ailleurs est déjà sanctionné par le Conseil constitutionnel très fréquemment, les lois bavardes, qui sont issues d'amendements et notamment qui relèvent du réglementaire, ou qui sont ce qu'on appelle des cavaliers, parce que vous avez un amendement qui ramène, sont sanctionnés par le juge. Donc autant avoir le juge constitutionnel, autant avoir une règle claire, mais il ne s'agit pas de diminuer ce droit fondamental qui est celui du débat parlementaire, de la modification et de l'amélioration parlementaire. Mais en même temps, quand vous savez qu'on a plusieurs centaines de milliers d'amendements qui sont examinés dans une mandature, qu'on a des textes qui quelquefois se retrouvent à faire 110, 120 articles et qui très souvent ne sont pas applicables, je pense que là encore, une loi est plus efficace quand elle est claire.
Un tout dernier mot sur le climat social. Et on a vu le front institutionnel qui s'ouvre, mais le lourd climat social du moment, est-ce que ça vous inquiète ? Vous savez, si on devait raisonner par rapport aux tensions, par exemple, effectivement, on ne serait pas occupé de la SNCF. On aurait fait comme tous les autres, on aurait fait comme avant. C'est-à-dire qu'on aurait laissé ce service public se dégrader dans la qualité du service qu'il rend aux usagers. Et au fond, ceux qui sont embêtés aujourd'hui le sont presque tous les matins du fait des retards nombreux qu'on connaît parce qu'on n'a pas investi, par exemple, sur nos infrastructures de transport. Donc il faut avoir un peu de courage en politique, il faut assumer cela, mais surtout il faut encore tendre la main. Nous le faisons pour tous les partenaires sociaux. La ministre a mis en dur, vu que je suis sur Public Sénat, chacun comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire que des sujets qui ont fait l'objet de négociations sont intégrés dans le texte de loi. Elle fera des propositions ce soir même encore pour conforter encore le texte de loi par rapport à des négociations. Et nous sommes prêts à poursuivre les négociations pour trouver des chemins de sortie qui ne bloquent pas les Français dans leurs exigences, celles de pouvoir aller au travail, celles de pouvoir aller étudier dans de bonnes conditions. Eh bien, merci beaucoup Christophe Castaner d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, enfin, je vais également accueillir le président du groupe socialiste au Sénat, le sénateur Patrick Kanner. Et on va revenir ensemble, bien toujours, sur la révision constitutionnelle avec les deux mesures principales que l'on a apprises hier. Les moins 30% de parlementaires, la proportionnelle à 15% à l'Assemblée nationale. Est-ce que ces éléments de la réforme institutionnelle vous satisfont ? Oui, vous remarquerez d'ailleurs que ce sont deux éléments qui ne sont pas dans la réforme constitutionnelle. Oui, institutionnelle. Voilà, donc c'est un élément quand même qui m'interpelle parce qu'on aurait pu imaginer que la baisse du nombre de parlementaires fasse l'objet d'une réforme constitutionnelle en touchant à l'article 24. Ça n'a pas été le choix du gouvernement. Et je vais vous dire, je pense que le totem qui est présenté de manière médiatique de la baisse du nombre de parlementaires, moi, m'étonne un peu, dans la mesure où je pense que le nombre de parlementaires devrait être la conséquence d'une vraie réforme de fond. Et aujourd'hui, je suis sur ma faim. Je ne vois pas quels sont les tenants, les aboutissants. Et en tout cas... Vous ne voyez pas comment ça va aboutir à plus d'efficacité ? À coup sûr, je peux vous dire que le rôle du Parlement n'est pas renforcé. Et que si le rôle du Parlement n'est pas renforcé, voire même diminué, c'est le rôle de l'exécutif qui s'en trouve conforté. Et donc là, il y a un déséquilibre que nous allons dénoncer, mais que nous allons dénoncer de manière constructive, si vous me permettez l'expression, avec notamment une grande consultation citoyenne que nous allons lancer le 12 avril prochain pour dire aux Français, mais que voulez-vous pour moderniser notre 5e République? On fera des propositions, nous travaillons avec les Français et je pense que c'est une démarche tout à fait innovante. Quel regard portez-vous sur la limitation à 3 mandats dans le temps avec ce seuil donc de 9000 habitants? Les maires de villes de moins de 9000 habitants ne seront pas concernés. Le Parti socialiste a toujours été favorable à la limitation du cumul des mandats dans l'espace, nous l'avons fait, et dans le temps. Je ne vous cache pas quand même que faire une telle réforme qui ne sera appliquée qu'en 2030 et plus tard... 2037, 2038 pour les sénateurs, voilà, si ça commence aux prochaines élections. Très honnêtement, que sera la situation politique à l'époque? Que sera l'état des forces politiques à l'époque? J'ai un peu de doute. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de courage sur le sujet pour une application plus rapide. Mais voilà, donc c'est la proposition du gouvernement. Nous verrons, dans le cadre de la loi organique, de la loi ordinaire, ce que nous allons en faire naturellement. On a entendu beaucoup d'inquiétudes dans vos rangs et puis chez d'autres parlementaires sur la limitation du droit d'amendement, sur d'autres mesures que finalement, on n'attendait pas, alors que finalement, tout de même, le gouvernement a renoncé au contingentement. À reculer, vu les contestations. Donc j'en suis heureux. Naturellement, puisque nous aurions combattu lourdement cette mesure. Par contre, le fait même qu'on ait pu penser l'imaginer montre peut-être le peu de respect que porte aujourd'hui l'exécutif à la place du Parlement. Et c'est bien là le sujet. D'abord, quel équilibre des pouvoirs dans notre République? Bien, merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir répondu à mes questions et je vous laisse gagner l'hémicycle. Je crois que vous posez la première question. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Tam, pour toutes ces réactions. Et vous en parliez un instant avec Patrick Kanner. Il y a dans le projet de loi constitutionnelle un point qui inquiète particulièrement les sénateurs. Il concerne la façon de travailler. Si la limitation du droit d'amendement est écartée, des modifications sont à prévoir dans la fabrique de la loi. Les explications de Quentin Calmy. C'est une des craintes des sénateurs aujourd'hui. Avec la réforme du travail législatif, y a-t-il de la part de l'exécutif une volonté d'affaiblir le Parlement ? En cause, plusieurs mesures annoncées hier par Édouard Philippe et qui inquiètent à la Haute Assemblée. Le gouvernement n'entend plus proportionner le nombre d'amendements en fonction de la taille des groupes politiques, mais il veut tout de même créer une limitation. Les amendements sans portée normative, sans lien direct avec le texte ou qui ne sont pas du domaine de la loi, ne pourraient plus être déposés par les parlementaires.
Si j'ai bien compris, les amendements qui seraient rejetés en commission ne pourraient plus être présentés en séance publique. Donc sur le fond, on s'attaque quand même au droit d'amendement constitutionnel des parlementaires. Et ça, c'est une mesure qui pour nous est inacceptable. Autre mesure qui ne passe pas, la possibilité pour le gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour les projets de loi les plus importants en bousculant le calendrier parlementaire. Ces textes seraient alors inscrits en priorité à l'agenda des deux chambres. C'est quoi un texte important? C'est le gouvernement qui décide qu'un texte est important, mais moi, si je suis ministre chargé des relations avec le Parlement, je l'ai été, je décide toutes les semaines que le texte que je présente est important. D'une manière générale, ce matin, c'est l'équilibre de cette réforme des institutions qui pose question. Notre Ve République est déséquilibrée. Tout le monde sait que les pouvoirs de l'exécutif sont très considérables eu égard au pouvoir législatif. Et ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'une réforme constitutionnelle, c'est de rééquilibrer les choses. Sur chacune de ces mesures, la négociation avec les parlementaires pourrait se transformer en véritable affrontement. Et tout de suite, à direction l'hémicycle pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et on se retrouve juste après pour l'analyse et le débrief avec mes invités. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'en avons pas reçu d'observation particulière. Il n'y en a pas. Il est adopté sous les réserves d'usage. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents qui s'est réunie hier soir vous ont été adressées par courriel, sont consultables sur notre site. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observation d'ici la fin de cette séance. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Elles sont retransmises en direct sur France 3. Comme nous allons modifier en fonction d'une décision le partenariat avec France 3, j'en profite pour saluer et remercier l'ensemble des journalistes et techniciens de France 3 qui pendant des années ont retransmis nos séances de questions d'actualité. Et saluer Madame Fortiello. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver dans d'autres conditions. Voilà. Chacun sera attentif au temps. Je vous demande d'être attentif à cette recommandation. Et bien sûr à la courtoisie. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le candidat Emmanuel Macron s'était réclamé d'un point d'équilibre entre libérer et protéger. Où en sommes-nous 11 mois après son élection et 10 mois après un exercice pour le moins pyramidal du pouvoir? Les Français sont inquiets. Qu'ils soient fonctionnaires, retraités, cheminots, personnels soignants, acteurs du logement social, étudiants, bénévoles associatifs ou élus locaux, ces Français ne voient pas l'équilibre de l'engagement présidentiel. Ils nous le disent chaque jour depuis des semaines, le compte n'y est pas. La France, Monsieur le Premier ministre, n'est pas une start-up où le désordre deviendrait une énergie créatrice. Notre pays a besoin d'un climat apaisé et d'un cap. Votre feu d'artifice de réforme correspond-il à ce cap? Quelle est votre vision de la justice sociale? Quelle est la place du service public dans vos choix politiques? Je vous pose ces questions parce que les Français se les posent. Notre pays, les Français ne sont pas contre les réformes par principe. Ils demandent d'abord à les comprendre et surtout à ce qu'elles portent un progrès social. Cela a toujours été notre position, celle de la responsabilité et de la recherche de l'intérêt général. Je vous pose ces questions parce que, entre la promesse des annonces et le contenu réel des réformes, l'écart est parfois grand et nous le verrons demain avec notamment feu l'idée de l'assurance chômage universelle. Je vous pose ces questions parce que malgré les accusations de budget insincère et de mauvaise gestion l'été dernier, tout le monde voit aujourd'hui que grâce aux 5 dernières années, votre gouvernement dispose de la meilleure situation économique et financière de la France depuis plus de 10 ans. Toutes celles et tous ceux qui ont fait tant d'efforts veulent savoir
s'ils en seront récompensés, Monsieur le Premier ministre. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. En cette période troublée, je vous pose cette question. Quelle est l'ambition sociale réelle de votre gouvernement pour notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, vous m'interrogez dans un feu d'artifice de questions et je crains d'avoir du mal à répondre à toutes les questions que vous formulez en un temps qui sera forcément restreint, le président Larcher nous ayant invités à la concision. Je voudrais d'abord vous dire, Monsieur le Président, que je goûte le prix et la valeur de la question que vous posez. Vous qui avez eu à connaître l'exercice des responsabilités, vous qui, pendant quelques années, récemment, avez participé à la conduction des affaires du pays, vous qui avez connu des périodes dont je crois pouvoir dire, Monsieur le Président, qu'elles n'étaient pas toujours des périodes de calme social, qui parfois d'ailleurs suscitaient des questions sur la méthode qui était employée. Vous qui avez vu en 2017 les Français exprimer non pas l'envie de tergiversation, mais au contraire l'envie de décision. L'envie d'une forme, je le dis, de rupture, avec une ère, à mon avis, trop longue, pendant laquelle des décisions n'avaient pas été prises. Alors, vous me dites, Monsieur le Président, que nous voudrions esbaudir les Français dans un tourbillon de réformes. Je ne crois pas. Je pense que nous essayons, sujet après sujet, de réparer un pays qui a des atouts considérables, a des richesses merveilleuses, mais connaît aussi des problèmes dont nul ici ne peut nier l'importance et l'intensité, et dont nul ici ne peut nier l'ancienneté. Lorsque nous essayons, comme c'est le cas aujourd'hui, d'apporter une réponse à la dégradation du service public ferroviaire, le service public ferroviaire ne s'est pas dégradé, Monsieur le Président, depuis 9 mois. Lorsque nous essayons, comme nous le faisons avec Madame Vidal, de réparer l'accès à l'université française, de substituer à la sélection par l'échec et par le tirage au sort une orientation intelligente et éclairée des lycéens, nous essayons de réparer une situation qui n'est pas neuve et qui est ancienne. Lorsque nous réformons le droit du travail, comme nous l'avons fait par les ordonnances qui ont été prises au mois d'octobre dernier, nous le faisons parce que, depuis trop longtemps, nous considérions que le droit du travail n'offrait pas les souplesses permettant aux petites et aux moyennes entreprises de recruter sans risque. Lorsque, comme nous allons le faire bientôt, nous sortirons une réforme sur l'apprentissage, nous le faisons parce que nous pensons que l'apprentissage est un atout exceptionnel pour ceux qui en bénéficient et pour l'économie française, et que nous voulons le développer. Dans toutes ces réformes et dans bien d'autres, Monsieur le Président, notre objectif, ça n'est pas de casser tel ou tel privilège, ça n'est pas de dresser les Français les uns contre les autres, c'est de mettre en œuvre, Monsieur le Président, la lettre et l'esprit du programme présidentiel, la lettre et l'esprit de ce que Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, a indiqué. Transformer le pays, regarder les problèmes en face, dire là où nous n'avons pas suffisamment avancé, et essayer de trouver les solutions. C'est ça que nous voulons faire, Monsieur le Président. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, et il faut toujours l'expliquer, je le reconnais. Mais rien, Monsieur le Président, rien, absolument rien, ne nous déviera de cet objectif simple et de ces engagements qui ont été pris devant les Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, fils de cheminot, je suis né et j'ai vécu dans un bâtiment SNCF au milieu des voies de chemin de fer qui vibraient au passage des trains. La SNCF est une belle entreprise française, ouverte à l'international, une entreprise à laquelle je suis attaché, une entreprise avant tout publique. Elle concerne donc tous les Français, pas seulement les cheminots. La réformer est une nécessité, sous peine de l'avoir sombré sous une dette abyssale. En effet, depuis 80 ans, les Français contribuent à la construction, l'entretien et la modernisation de nos rails. Du fait de cette contribution publique au financement du rail,
il me semble nécessaire que les Français aient leur mot à dire sur l'avenir de ce secteur. La seule ambition que nous devons poursuivre, c'est finalement l'amélioration de la qualité d'un service rendu aux usagers. En effet, aujourd'hui, 11% de nos trains arrivent en retard. En ce qui concerne les intercités, les retards sont de l'ordre de 22% et le matériel roulant est dégradé. Cet après-midi, le ministère des Transports rencontre les syndicats pour évoquer avec eux les enjeux de cette réforme à venir. Les Français contribuent aujourd'hui au financement du secteur ferroviaire par l'impôt. Quelle place ont-ils dans les débats sur l'avenir du rail français? Monsieur le ministre, allez-vous recevoir les usagers du rail comme vous recevez les syndicats? Et quid de l'avis des Français qui ne prennent pas le train mais qui participent à son financement? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gariot. Il y a au moins 2 points dans votre question sur lesquels chacun se retrouvera. La SNCF et notre patrimoine commun. La SNCF a été financée par les Français, elle est une entreprise publique, elle restera une entreprise publique parce qu'elle est un acteur essentiel de ce lien physique représenté par le train qui permet de mailler l'ensemble de nos territoires, qu'il s'agisse de la banlieue vers la ville, mais qu'il s'agisse aussi de l'ensemble de nos territoires ruraux où chacun sait l'importance des petites lignes. Et je le réaffirme ici, jamais, et au Sénat plus encore qu'ailleurs, il est important de le réaffirmer, jamais il n'a été question de supprimer les petites lignes. Mais si notre bien commun s'appelle service public, c'est qu'effectivement, qu'il est essentiel que le public s'y retrouve. Et chacun ici, et personne ne peut le nier, a pu constater la dégradation du service au fur et à mesure des années. Et ce n'est pas tel ou tel cheminot qui est en cause. Et votre passé, votre histoire personnelle peut évidemment en être la preuve parce que chacun sait la passion de celles et ceux qui servent la SNCF au quotidien. Ce n'est pas leur responsabilité si depuis de longues années on a laissé se dégrader totalement l'infrastructure de transport elle-même. Ce n'est pas la responsabilité des cheminots si pour aller de Marseille jusqu'à chez Marc Denis dans les Alpes-Maritimes à Nice, il faut 25 minutes supplémentaires depuis l'époque où j'étais enfant. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce que vivent tous les acteurs, toutes les femmes et les hommes, le public du service public. Et il est essentiel que dans ce projet de réforme, on sorte des postures, on sorte des dogmes et qu'on se fixe l'objectif effectivement de sauver la SNCF pour améliorer le service public. Et cela, monsieur le sénateur, ça doit se faire avec les usagers. Et vous l'avez dit, il y a une concertation importante qui est menée par madame la ministre des Transports. Elle a présenté vendredi dernier une première partie des conditions d'ouverture à la concurrence pour qu'elle soit en dur dans le texte qui sera débattu dans cette Assemblée, comme elle le sera aussi avec les députés. Mais la concertation doit se poursuivre et il existe un groupe de travail sur la qualité du service public au sein duquel l'ensemble des associations d'usagers de la SNCF sont partie prenante et doivent participer à cette discussion parce que nous sommes convaincus tous ensemble ici d'une chose, la SNCF est un grand service public et c'est un grand service public qui doit améliorer chaque jour encore la qualité du service public rendu aux usagers. Monsieur Guerriau. Merci Monsieur le Ministre. Je crois qu'aujourd'hui il y a un enjeu majeur qui est de faire en sorte que l'on puisse défendre effectivement le service public sans pour autant le bloquer, qu'on puisse finalement avancer et défendre les usagers sans pour autant en faire des otages. Et enfin, je pense sincèrement que la SNCF, défendre la SNCF, c'est surtout de ne pas dégrader son image, car elle a un bel avenir, et notamment à l'international. Il faut rappeler que 40% de son chiffre d'affaires, elle le fait à l'étranger, d'où l'intérêt de faire en sorte que cette belle entreprise puisse perdurer dans la sérénité. Merci. La parole est à notre collègue Michel Savin, pour le groupe Les Républicains, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les orientations budgétaires pour 2018 du Centre national pour le développement du sport, le CNDS, ont récemment été publiées. Elles inquiètent grandement le milieu sportif. Aujourd'hui, nombre de fédérations, de comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs rencontrent de grandes difficultés face à l'amputation de l'enveloppe territoriale de près de 40% et face aux nouveaux critères d'attribution de financement aux associations. Depuis un an, beaucoup de messages envoyés au mouvement sportif sont très négatifs. En effet, le budget des sports est en baisse et celui du CNDS a été divisé par 2.
Le Sénat avait pourtant adopté à l'occasion de la loi de finances pour 2018 un amendement maintenant le prélèvement sur les gains de la Française des Jeux affectés au CNDS à la hauteur de ceux de 2017, soit 63,8 millions d'euros supplémentaires. Comme cela était malheureusement prévisible, votre majorité En Marche l'a rejeté à l'Assemblée. Aujourd'hui, vous ciblez les financements et oubliez les pans entiers du territoire. Vous mettez de côté certaines pratiques et enfin, vous réduisez, voire supprimez l'accompagnement financier à la formation de milliers de bénévoles. Madame la ministre, alors que vous souhaitez promouvoir la pratique sportive en France, ce gouvernement réduit de manière continue les moyens d'action de votre ministère. Il pénalise le CNDS qui était un moyen efficace de financer le sport et les infrastructures. Madame la ministre, une simple question. Comment comptez-vous répondre aux inquiétudes et au mécontentement du mouvement sportif? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Sports, Laura Flessel, pour 2 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Savin, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ma priorité est le développement de la pratique, le sport au quotidien. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité effectivement un recentrage pour l'action du CNDS, comme vous l'avez indiqué, en direction des publics qui pratiquent le moins. Un choix stratégique, les habitants des quartiers carencés, les femmes, les personnes en situation de handicap. Comme vous le savez, le CNDS était en péril il y a quelques années. Pour l'année 2018, le CNDS bénéficie d'un budget de 153 millions d'euros dans un contexte de réduction globale des dépenses publiques que vous connaissez, que je crois que vous partagez. L'établissement est en meilleure situation et santé, mais ce budget nous oblige effectivement à faire des choix. J'assume ces choix qui ont été validés à l'occasion du CA du 18 janvier. Effectivement, la part territoriale du CNDS d'un montant de 105 millions aura vocation à accompagner les projets des associations locales et résorber les inégalités territoriales. L'établissement conservera une enveloppe dédiée au soutien à la création et à la rénovation d'équipements sportifs pour les territoires les plus carencés, 20 millions, ainsi qu'une enveloppe destinée à poursuivre le plan de développement des équipements sportifs en Outre-mer. Dans le cadre du chantier, et ça va durer 6 mois, on a lancé un plan de gouvernance, une réflexion, une concertation autour, je dirais, de tous les mouvements sportifs. Aujourd'hui, tous les niveaux de collectivités sont autour de la table, car j'ai la conviction, effectivement, que les collectivités doivent prendre plus place dans la politique sportive du pays au regard de ce qu'elles investissent. Mais je crois aussi que l'intervention de l'État auprès des partenaires associatifs et des clubs doit répondre au devoir de sobriété et d'efficacité, en évitant le saupoudrage en matière de subventions. Merci. Monsieur Savin. Merci, Madame la Ministre. Avec une telle réponse, je regrette, vous n'écoutez ni les territoires, ni les acteurs du milieu sportif. Madame la Ministre, on vous a connu avec une détermination sans faille pour gagner vos combats comme athlète de haut niveau. Je formule le vœu, Madame la Ministre, que vous ayez la même volonté et la même détermination pour défendre un budget du sport ambitieux face à vos partenaires, je dirais plutôt adversaires de Bercy. Merci. La parole est maintenant notre collègue Jean-Marie Mison. Merci, pour le groupe Union centriste, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, le nombre d'agressions de médecins vient d'atteindre un nouveau record. Selon une récente étude du Conseil national de l'ordre, plus de 1000 médecins ont été agressés en 2017. Ce nombre a considérablement augmenté depuis 2003. Les praticiens les plus visés sont les généralistes et les femmes, majoritairement en milieu urbain. Ces chiffres sous-estiment sans doute la réalité, car il est évident que toutes les agressions ne sont pas répertoriées, faute de dépôt de plainte systématique des victimes. Comme de nombreuses autres professions, les médecins sont confrontés chaque jour à des personnes qui perdent leurs moyens face à des situations de détresse. Ils savent alors faire preuve de pédagogie, rassurer et apaiser. La plupart du temps, la tension retombe. J'ajoute que les dysfonctionnements de notre système de santé les exposent encore plus. Car, pour les patients, à l'angoisse du devoir lutter contre la maladie, s'ajoute celle de devoir s'orienter dans un environnement complexe.
Mais il y a des situations que les médecins ne peuvent éviter ni anticiper. Cela va des incivilités quotidiennes aux agressions physiques, crachats, coups, voire aux agressions sexuelles. En ville ou à l'hôpital, la médecine est une vocation pour celles et ceux qui l'exercent. Ils doivent déjà quotidiennement surmonter de nombreux obstacles, partout où le poids de rupture est atteint ou sur le point de l'être. Au manque de moyens et de reconnaissance s'ajoute l'insécurité. Même les vocations les plus affirmées n'y résisteront pas longtemps. Comment avons-nous pu laisser ce climat de violence s'installer? Comment avons-nous pu laisser cette violence prospérer d'année en année sans rien faire ou presque? Madame la ministre, face à cette situation intolérable, quelles mesures votre gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour protéger nos médecins? La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Mison. Je vous prie d'excuser Madame le ministre de la Santé qui est en déplacement à Rouen. Vous savez que Rouen, l'hôpital de Rouen est spécialisé dans le traitement de l'autisme. Elle accompagne le président de la République. La politique de prévention et de lutte contre les violences est un axe majeur développé par le ministère des Solidarités et de la Santé, tant à l'égard des établissements de santé qu'au profit des professionnels de santé dans leur ensemble. L'Observatoire national des violences en milieu de santé publique signale chaque année les agressions qui ont lieu dans les établissements de santé. Et ces violences, bien sûr, sont en augmentation, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Il y a également un observatoire de la sécurité des médecins mis en place à l'initiative de l'Ordre national des médecins qui recense les agressions diligentées uniquement à l'encontre des médecins. Pour la première fois en 2017, le triste cap des 1000 médecins agressés, en effet, a été franchi. Les professionnels de santé, évidemment, connaissent sur l'ensemble du territoire ces agressions, que ce soit, comme vous l'avez signalé, en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Ceci vient d'ailleurs compliquer la désertification médicale en milieu rural, il faut le reconnaître. Un travail est en cours auprès des ordres des professionnels de médecins. Il est nécessaire que ces professionnels s'impliquent, bien sûr, en relation avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Intérieur, qui joue un rôle, et le ministère de la Justice, Madame la garde des Sceaux, qui joue un rôle important dans la coordination de la lutte contre les violences contre les médecins. Merci. La parole est maintenant à notre collègue André Gattolin pour le groupe de La République En Marche et pour 2 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la semaine passée, vous avez effectué un déplacement de plusieurs jours à Erevan, où vous avez eu l'occasion de rencontrer le président de la République d'Arménie, Monsieur Serge Sarkissian, pour échanger sur les moyens de renforcer la coopération et nos liens économiques, politiques et culturels avec ce pays ami de la France. À ce titre, vous avez certainement eu l'occasion d'échanger sur le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Erevan, donc en octobre prochain, et c'est, je crois, une excellente chose, car c'est là un sujet qui nous est très cher ici au Sénat, et nous nous réjouissons que le président de la République ait, le 20 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, affiché clairement son souhait de donner un nouvel élan à la francophonie et à l'influence de la langue française. En effet, la langue française n'est pas seulement une de nos richesses nationales, elle est surtout l'écrin de toutes nos richesses, richesses que nous n'avons cesse de partager avec ceux qui partagent notre langue. Dans son discours à l'Institut de France, le président de la République a parlé, je le cite, de ces valeurs qui nous guident et qui doivent également guider notre action en matière internationale. Avoir
une approche multilatéraliste et dynamique de la francophonie et non franco-centrée et régressive et défensive comme nous l'avons eu jusqu'à présent est un projet juste et ambitieux. C'est pourquoi je souhaiterais, Monsieur le Ministre, savoir quelles sont les initiatives qui seront prises dans ce domaine d'ici à octobre prochain et notamment celles entourant la promotion culturelle et politique du français à l'étranger au-delà des traditionnels pays dits francophones. Je vous remercie. Merci. La parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur André Gattolin, oui, effectivement, l'Arménie accueillera ce sommet de la francophonie à Erevan les 11 et 12 octobre prochains. Il est vrai que les Arméniens, ô combien francophiles, eh bien, souhaitent toujours davantage devenir plus francophones. J'ai pu voir d'ailleurs un terreau formidable, associatif, qui a, au travers de l'école Anatole France, de l'université franco-arménienne qui est en lien avec Lyon 3, également une alliance française très dynamique. Et tout cela, c'est ce qui fait effectivement la richesse et le rayonnement de la langue française de par le monde. Alors le 20 mars dernier, le président de la République, effectivement, a tenu un discours fondateur sous la coupole de l'Institut de France pour annoncer un certain nombre de mesures. 33 mesures précisément, et notamment la sanctuarisation des moyens dédiés à l'enseignement du français à l'étranger via l'AEFE. Mais également un certain nombre de mesures pour tout simplement déployer des moyens supplémentaires. L'AFD va doubler son soutien au système éducatif en Afrique. On va mettre en place également un volontariat international pour le français, cher à Joël Garriaud-Mellam, je le sais. Et ensuite, naturellement, continuer à travailler avec Jean-Michel Blanquer, Françoise Nyssen, Frédérique Vittal sur le déploiement de campus français ou francophones sur les 5 continents. Et puis, il y a également un certain nombre d'enjeux sur Internet, la découvrabilité des contenus, l'accessibilité des contenus francophones et, vous le savez, également le souhait très fort de réhabiliter ce très beau château de Villers-Cotterêts, en faire un laboratoire de la francophonie. Et donc, finalement, aujourd'hui, je le sais, nous allons sur le chemin d'Erevan en étant aidés, guidés, épaulés également par la Haute Assemblée qui, de Jacques Legendre à Michel André, il y a peu encore, étaient d'ardents défenseurs et promoteurs de cette langue, de cet concept, et aujourd'hui, je le sais, avec vous toutes et vous tous. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Éric Gold pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, ce lundi 2 avril avait lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À cette occasion, vous avez annoncé vouloir mettre l'accent sur le diagnostic dans le cadre du 4e plan autisme. En matière de diagnostic chez l'enfant, la France a fait beaucoup de chemin ces dernières années. Mais on estime encore que seuls 10% des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme sont aujourd'hui diagnostiquées. Des efforts considérables restent donc à faire, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. J'aimerais pour ma part vous interroger sur la place accordée dans ce nouveau plan à une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Dans son avis rendu public le 19 février dernier, la Haute Autorité de Santé insiste sur l'importance d'associer les personnes autistes et leurs familles à chaque étape de leur parcours dans la prise de décision et la définition de leurs projets personnalisés. L'objectif est bien sûr le respect des droits des personnes, mais aussi une meilleure coordination entre leurs volontés, leurs capacités et la place que la société peut leur offrir. Car chaque personne est différente et l'on ne peut se satisfaire d'une solution appliquée à tous. Le virage inclusif a permis d'ouvrir l'école aux enfants autistes et le monde du travail aux adultes. Il a également permis de démontrer qu'en considérant chaque différence comme une chance, c'est la société dans son ensemble qui était gagnante. Mais puisque l'étendue du spectre est immense, les solutions proposées doivent l'être aussi. Certains s'épanouissent en structures d'accueil spécialisées, tandis que d'autres travaillent en milieu ordinaire et font preuve de compétences que nous, neurotypiques, ne seront jamais en mesure d'acquérir. Dans tous les cas, même lorsque les difficultés de communication sont un frein, nous devons être en mesure de comprendre et d'appréhender les besoins de chacun. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous détailler les mesures prévues par le gouvernement pour un plus grand respect des droits et des choix des personnes autistes? Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, en cette semaine internationale de l'autisme, vous l'avez dit, nous sommes totalement mobilisés pour faire mieux connaître à nos concitoyens ce handicap et comprendre les causes de celui-ci, comme les besoins des personnes et de leurs familles. Et vous avez rappelé dans votre interpellation que chaque cas est unique et appelle des réponses très adaptées et très différenciées. Le Président de la République est actuellement, vous le savez, avec Mesdames Buzyn et Cluzel, d'où le fait que je réponde à votre question à la place de Sophie Cluzel, au CHU de Rouen, où il rencontre des familles, des enfants, des professionnels, des accompagnants, afin de signifier la mobilisation de l'État au plus haut niveau. Vous le savez, il a annoncé une stratégie pour l'autisme le 6 juillet dernier à l'Élysée, et demain sera présentée par le Premier ministre la stratégie retenue par le gouvernement. Les personnes concernées directement ou indirectement par l'autisme nous disent combien il est important que les alertes données par les parents soient prises au sérieux le plus en amont possible afin d'apporter la réponse la plus efficace et la plus personnalisée. Ils nous disent aussi que ce n'est sans doute pas un professionnel, mais plusieurs qui permettront, en travaillant ensemble, d'apporter une meilleure réponse à ces besoins. Les ambitions de la stratégie qui sera présentée demain par le Premier ministre sont claires. D'abord, donner enfin une place aux personnes autistes dans la cité. Vous l'avez dit, des progrès ont été réalisés, mais d'autres doivent encore être faits, notamment à l'école, notamment dans le monde du travail, dans les activités sociales et culturelles. Comment ? Eh bien, en transformant en profondeur la manière de travailler des services, qu'ils soient d'ailleurs sanitaires ou qu'ils soient médico-sociaux, afin qu'ils interviennent au bon moment, au bon endroit, auprès de la bonne personne. Vous le voyez, le gouvernement est pleinement mobilisé et le président de la République a profité de son déplacement aujourd'hui à Rouen pour annoncer la mobilisation de 340 millions d'euros sur les 5 prochaines années, notamment pour la recherche, pour les questions de dépistage et puis pour la prise en charge de l'autisme. Je sais, monsieur le sénateur, que ce combat sera partagé sur l'ensemble de ces bancs afin de construire, vous l'avez dit dans votre propos, une société réellement inclusive pour les personnes autistes. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à madame la présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole, madame la présidente. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre. De toute évidence, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. La mobilisation sociale, celle particulièrement des cheminots, devient majoritaire dans l'opinion. Le président de la République a fait une erreur qu'il risque de payer cash, celle de diviser notre peuple en opposant, par exemple, les retraités agricoles aux cheminots. Il a fait une erreur en traitant de privilégier ceux qui travaillent dur et de délinquants potentiels ceux qui ne travaillent pas. Ces erreurs et ces provocations sont démultipliées par l'affichage d'une présidence pour les riches, avec l'hallucinante exonération de l'ISF pour les actionnaires qui fournissent le gros bataillon des évadés fiscaux. Le président de la République a fait une erreur car il a profondément sous-estimé l'attachement de notre peuple au service public, à l'intérêt général, à l'égalité. La lutte des cheminots, monsieur le Premier ministre, est comprise d'une large majorité d'usagers qui connaissent aussi, dans leur entreprise, comme chez Carrefour par exemple, la violence sociale. Toutes et tous ont besoin du service public que vous menacez. La mobilisation des étudiants contre Parcoursup et la ségrégation sociale vous surprend. Vous pensiez avoir réglé la question par un débat express au Parlement et une application précipitée des nouvelles règles de sélection. Et là aussi, c'était sans compter sur l'attachement profond de notre jeunesse à l'égalité et à l'intérêt général, qui rejoint en cela la colère des retraités, des fonctionnaires, du monde de la justice, du secteur de la santé et la lutte des cheminots. Monsieur le Premier ministre, vous devez prendre conscience de la colère qui monte contre cette politique. Vous devez stopper cette avalanche de projets et de mesures imposées sans débat ou presque. Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire le choix de l'affrontement social? Allez-vous provoquer le désordre? Ou allez-vous écouter, débattre et négocier? Pour clore mon propos, monsieur le Premier ministre, je me permets de vous faire remettre un rapport très intéressant de la CGEST qui vous fera qui vous poussera peut-être à négocier encore plus avec les cheminots. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre, pour répondre à la présidente.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Je vous remercie pour le document que vous avez bien voulu me transmettre. Je le lirai évidemment avec attention. Vous avez évoqué beaucoup de sujets sous l'angle d'erreurs dont vous considérez qu'elles sont du fait du gouvernement et d'une colère que vous décrivez comme généralisée. J'ai toujours, et nul ici ne pourra le contester, j'ai toujours exprimé le plus grand respect pour les libertés constitutionnellement garanties, dont la liberté de faire grève. Et je dis, et j'ai toujours dit, et je dirai toujours, que l'ensemble des parlementaires, l'ensemble du corps républicain s'honore à respecter les libertés constitutionnellement garanties, dont le droit de grève. J'ai toujours indiqué également, Madame la Présidente, qu'il serait irrespectueux de n'écouter que les grévistes. Irrespectueux de ne pas écouter cette immense majorité de Françaises et de Français qui ont besoin de se déplacer avec le train et qui ne comprennent pas cette grève. Je ne dis pas qu'ils ne la respectent pas, je dis qu'ils ne la comprennent pas. Irrespectueux, Madame la Présidente, de ne pas écouter le très grand nombre d'étudiants choqués par les agissements violents d'une infime minorité qui n'est pas toujours étudiante, qui participe. Madame la Présidente, vous ne pouvez pas nier. Madame la Présidente, je vous écoute. La parole est au Premier ministre et à lui seul. Je vous ai toujours écouté avec beaucoup d'attention et j'essaie de vous répondre. Je constate que dans les universités actuellement, une petite minorité agissante, souvent manipulée par l'extrême gauche, déclenchant aussi parfois des mouvements violents de l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême droite se renvoyant à une violence que je condamne évidemment, eh bien, je constate qu'on a là quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous décrivez, mais qui ressemble à une manipulation, qui ressemble parfois à un mouvement qui conduit à vouloir remettre en cause dans les amphithéâtres ou dans la rue les résultats d'élections qui se sont tenus dans les urnes et qui, parce qu'elles se sont tenues dans les urnes, doivent être respectées au moins autant que les expressions publiques. Notre objectif, Madame la Présidente, c'est non pas de casser le service public, comme vous le dites parfois, mais au contraire, de faire en sorte que dans le monde d'aujourd'hui, pas dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui, ouvert à la concurrence, la SNCF puisse continuer, et peut-être plus encore qu'aujourd'hui, améliorer la qualité du service qu'elle offre aux Français. Et cette qualité de service, vous le savez parfaitement, elle se dégrade. Je n'ai jamais mis en cause les cheminots dans la dégradation de ce service, jamais. Mais reconnaissez avec moi que cette qualité se dégrade, pour des raisons qui sont extrêmement diverses et qui n'ont rien à voir, Madame la Présidente, avec les 9 derniers mois de l'action gouvernementale. Le sous-investissement beaucoup trop ancien, les lourdeurs de fonctionnement de l'entreprise que vous connaissez et qui existent, le morcellement organisationnel de l'entreprise avec ses 3 épiques qui ne satisfait pas le besoin d'unité, de souplesse dont a besoin l'entreprise. Pour toutes ces raisons, nous voulons faire en sorte que l'entreprise publique SNCF puisse apporter à l'ensemble des usagers un service de qualité. Et c'est possible, Madame la Présidente, ça existe. Dans des pays voisins, dans un pays voisin qui n'est pas si différent du nôtre, où les cheminots, où les responsables publics et où les usagers ne sont pas plus intelligents que nous et ne sont pas plus bêtes. En Allemagne, une entreprise à capitaux publics, dans un monde concurrentiel, réussit à améliorer la qualité de service. Eh bien, nous voulons nous inspirer de ce modèle pour améliorer la qualité aux usagers. C'est notre seul objectif, Madame la Présidente. Et nous allons le poursuivre avec la volonté de discuter des éléments qui sont ouverts à la discussion, mais avec une très tranquille et très ferme détermination à avancer, parce que notre pays, j'en suis convaincu, en a besoin. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Victoire Jasmin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes très chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, représentée ici par un secrétaire d'État, Monsieur Griveaux. Madame la ministre, la santé est une responsabilité de l'État.
Or, depuis l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre, le 28 novembre dernier, la Guadeloupe connaît actuellement une situation d'urgence sanitaire sans précédent. Vous êtes venu, évidemment, très vite, favorisant les prises de décisions rapides. Mais aujourd'hui, ces mesures transitoires s'avèrent insuffisantes, avec le risque d'affecter gravement la continuité des soins et des différents services. Comme vous le savez, Madame la Ministre, le CHU est un établissement qui date de 1978, qui connaissait déjà d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Son remplacement a été fort heureusement acté par le précédent gouvernement. Cependant, il est prévu à partir de 2022 au mieux. Il serait indigne de notre République de laisser la Guadeloupe sans CHU. Dans ce contexte grave, le professionnalisme des soignants, de la direction, la mobilisation des élus locaux sont à juste titre à saluer. Tant l'inquiétude de nos compatriotes est grande, nourrissant parfois bien des fantasmes. Il y a quelques jours, l'ensemble des médias nationaux a évoqué, parfois à tort, la situation de notre CHU de Guadeloupe. Aussi, je rappelle la responsabilité de chacun afin d'éviter que notre archipel s'embrase. D'où mes questions, reprenant les attentes légitimes des Guadeloupéens. Pouvez-vous, Madame la Ministre, devant la représentation nationale, rétablir les vérités sur la sécurité sanitaire en Guadeloupe et enfin redonner confiance aux usagers et au personnel? Le CHU de Guadeloupe est un symbole, celui de la crise des hôpitaux dans tous les départements et de façon singulière dans les Outre-mer et à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors, à quand une révision du plan de santé Outre-mer et à quand des vraies solutions pérennes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre, Benjamin Griveaux. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, comme vous l'avez rappelé, suite à un incendie qui est survenu le 28 novembre dernier dans un étage technique du CHU, un CHU que vous connaissez bien, l'ensemble de l'établissement a dû être totalement évacué. Le CHU a été réinvesti progressivement à partir du 7 janvier dernier, après un nettoyage en surface des locaux. Cette réintégration a permis de répondre sur place et rapidement aux besoins sanitaires de la population. Sur les 563 lits disponibles en 2017, 418 étaient réinstallés au 16 mars 2018 au CHU, mais également chez ses partenaires, la clinique des Eaux Claires, la clinique de Choisy, la polyclinique de Guadeloupe et le centre hospitalier de Basse-Terre. Des expertises techniques ont été diligentées concernant la santé des patients et du personnel et concernant le bâtiment et les risques éventuels encourus. L'absence de risques graves et imminents concernant les personnes a été soulignée par les opérateurs. Il est cependant apparu indispensable pour l'exploitation sur le long terme de l'hôpital de réaliser un nettoyage en profondeur et un nettoyage méthodique. Suivant les conseils des experts, le nettoyage de la tour nord doit être réalisé en site totalement vide. Les différents services seront réorganisés avec les établissements partenaires et un pôle mère-enfant sera constitué à la polyclinique de Guadeloupe. Les modalités du nettoyage du plateau technique et de la tour sud sont quant à elles encore aujourd'hui en cours d'élaboration et nous attendons l'avis final des experts qui sera rendu incessamment sous peu. Si les opérations peuvent être menées en site occupé, elles le seront sur plusieurs mois selon un phasage précis qui nécessitera un confinement très rigoureux et maîtrisé des locaux. Si en revanche les travaux ne peuvent être réalisés en site occupé, la mise en œuvre de structures modulaires sera envisagée en complément des solutions apportées par les établissements partenaires. La ministre de la Santé, afin de surmonter cette crise, a débloqué un budget supplémentaire de 69 millions d'euros. Et je souligne également la livraison en 2022 d'un nouvel hôpital qui bénéficie, je veux le rappeler, de la plus importante aide financière jamais apportée à un investissement hospitalier, à savoir 580 millions d'euros. Vous le voyez, Madame la sénatrice, le gouvernement se mobilise pleinement pour le CHU de la Guadeloupe. Madame Jasmin, pour quelques secondes. Que répondez-vous donc, Monsieur le secrétaire d'État, au nom de la ministre, concernant les nombres de morts qui ont été évoqués par certains médias? Merci. La parole est à notre collègue René-Paul Savary pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame la ministre de la Santé au nom d'Alain Milon, qui n'a pu être parmi nous de par les problèmes de transport, et au nom de la Commission des Affaires sociales. Elle concerne la prise en charge des insuffisances rénales chroniques, et notamment à La Réunion,
où il y a un certain nombre de problèmes manifestes avec un centre de dialyse. C'est une question d'actualité pour laquelle nous n'avions pas eu de réponse il y a quelques mois lors du PLFSS 2018, mais qui reste toujours d'actualité. On le voit bien, les difficultés de prise en charge des malades dans les hôpitaux. On a vu le CHU de Toulouse, plus de 200 000 petites manifestations ou incidents ont été signalés en quelques années, et quand les activités augmentent, les moyens diminuent. On le voit également dans le déficit de la branche maladie de la sécurité sociale, plus de 4,9 milliards d'euros, alors qu'on nous l'a disait il y a peu de temps encore à l'équilibre. Donc les questions sont précises, Monsieur le Ministre. Quelle est la stratégie de l'État en ce qui concerne une meilleure prise en charge de l'insuffisance rénale chronique pour générer des économies notamment? Et deuxièmement, quelle est la position du gouvernement? Quels ont été les actes qui ont été faits par rapport au scandale du centre de Guadeloupe, le centre ORAR? Pour vous répondre, la parole est à secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Monsieur Christophe Castaner. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Savary. Permettez-moi, avec toute l'humilité de ma fonction, de tenter de répondre en lieu et place de la ministre, qui connaît évidemment mieux ce sujet que moi, d'autant plus que dans quelques semaines, elle aura l'occasion de faire une communication spécifique sur ce sujet, parce que, au fond, les maladies rénales que vous abordez, chroniques, concernent 5,7 millions de Français. Il n'y a pas une personne ici dans cet hémicycle qui ne connaisse pas quelqu'un directement touché dans son quotidien par cette maladie qui, effectivement, est connue, mais pas forcément toujours accompagnée comme elle devrait l'être. Et c'est pour ça que le gouvernement entend se mobiliser pour justement travailler sur ce sujet. Nous connaissons les principaux risques. Le diabète, maladie cardiovasculaire et obésité. Cette maladie, trop souvent silencieuse, évolue, hélas, vers des insuffisances rénales chroniques. Et quand il y a une absence de dépistage et de prise en charge pour les populations à risque, les conséquences peuvent être dramatiques, et vous l'avez dit. Et donc, il est nécessaire, sur ce sujet qui est très emblématique au fond, que nous puissions porter une politique de prévention pour éviter justement ce risque important d'aggravation vers l'IRC. Et le traitement de l'IRC doit envisager l'ensemble des modalités de traitement, c'est-à-dire la greffe et la dialyse, mais ne doit jamais négliger la prévention. Et je crois que chacun ici sait que si nous avons un système de soins particulièrement performant en France, notre système de santé néglige trop souvent ces enjeux de la prévention, et c'est ce sur quoi nous devons évidemment être mobilisés. La Haute Autorité de Santé estime dans sa dernière étude que la greffe rénale constitue, dès qu'elle est possible, la stratégie de traitement la plus efficiente, y compris pour des patients relativement âgés, alors qu'il y a quelques années, le discours était un peu inverse. Il faut poursuivre la concertation entre les professionnels, c'est indispensable, tout particulièrement afin de déterminer la meilleure option thérapeutique possible dès le démarrage du traitement ou sa suppléance. Il faut améliorer l'information sur les modalités de traitement existantes ainsi que l'éducation thérapeutique. Il faut améliorer la prise en charge en amont, et tout cela devrait permettre, Monsieur le Sénateur, de limiter ou de retarder la survenue de la suppléance ou de réduire la dialyse en urgence. Et Madame la Ministre, je vous l'ai dit au début de mon propos, je vous le réaffirme, fera très prochainement des annonces afin d'améliorer la prévention de la maladie, mais aussi de conforter l'accompagnement des patients. Merci. Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Ministre. Vous m'avez évoqué effectivement avec beaucoup de talent les difficultés de l'insuffisance rénale chronique. Il n'empêche que la question est précise. Elle a déjà été posée et une première fois, nous n'avons pas eu de réponse. Une deuxième fois, nous n'avons pas de réponse. Donc nous sommes très attentifs aux annonces qui seront faites par Madame le ministre de la Santé. Merci. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mes chers collègues. Tout exploitant d'un établissement comportant un débit de boissons à consommer sur place qui souhaite accueillir un mineur d'au moins 16 ans, sous réserve qu'il s'agisse d'un élève d'un lycée professionnel, d'un apprenti ou d'un salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, doit obtenir au préalable un agrément. Cet agrément constitue une dérogation au principe selon lequel il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Vous n'êtes cependant pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que les jeunes sortant de 3e aujourd'hui et donc éligibles à l'apprentissage et ou au stage ont, du fait d'un faible taux de redoublement, moins de 16 ans,
voire moins de 15 ans, et on peut s'en féliciter. Mais il est opposé à ces jeunes une fin de non-recevoir quant à la possibilité de suivre une formation dans un domaine qu'ils ont au préalable choisi en connaissance de cause et pour lequel ils se sont pleinement engagés. Pour être tout à fait concret et pour étayer mes propos, je prendrai l'exemple d'une région que je connais bien, le Grand Est, où ce sont environ 300 jeunes qui auraient souhaité apprendre les métiers du service en restauration à la rentrée prochaine et qui se trouvent complètement démunis. Or, à l'heure où le gouvernement annonce faire du développement de l'apprentissage une de ses priorités, en témoigne le projet de loi réforme de l'apprentissage que nous aurons l'occasion d'examiner prochainement, il est totalement incohérent en pratique d'interdire à ces jeunes sortant de 3e de pouvoir s'engager dans la voie d'un apprentissage service en restauration. Comment comptez-vous, Monsieur le Ministre, remédier à cette difficulté pratique, alors même qu'il y a urgence à réagir, puisque la rentrée des futurs apprenants se prépare dès maintenant? Pouvons-nous compter sur vous lors du prochain projet de loi que je viens de mentionner? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Kern, merci pour cette question qui permet de mettre l'accent sur les efforts qui sont faits par le gouvernement pour l'apprentissage. Ma collègue Muriel Pénicaud n'est pas là, mais nous pouvons répondre, elle et moi, ensemble à une question comme celle-ci, puisque, comme vous l'avez vu, nous avons travaillé ensemble sur les enjeux de l'apprentissage. Et nous avons travaillé ensemble, d'ailleurs, pour dépasser un clivage classique, qui est parfois un clivage entre l'apprentissage d'une part et l'enseignement professionnel scolaire d'autre part. Nous disons ensemble que les deux ont besoin d'être revitalisés en France et nous avons donc largement affirmé cela. Et la loi que vous avez évoquée va être l'occasion, évidemment, de le traduire dans les faits juridiquement. Il est exact qu'il peut y avoir encore quelques angles morts dans l'approche que nous avons. D'abord, nous n'avons pas remis sur la table la question du pré-apprentissage. Donc ce sujet n'est pas évoqué. Il n'y a pas de notre part de volonté d'assouplir l'apprentissage vers les 14 ans, comme ça a pu être parfois envisagé dans des débats précédents. En revanche, nous sommes parfaitement conscients qu'il faut avoir de l'assouplissement, ne serait-ce que pour les raisons que vous avez dites, parce que les jeunes arrivent à l'âge de l'apprentissage plus jeunes, du fait de l'absence de redoublement en particulier. C'est pourquoi dans le nouveau dispositif conçu par Muriel Pénicaud et moi-même, il y a la question de la prépa-apprentissage qui est envisagée, autrement dit une manière de créer des savoir-être et des savoir-faire pour les élèves, pour qu'ils réussissent en apprentissage. Ce sera vrai aussi bien dans les CFA que dans les lycées professionnels, qui ont vocation d'ailleurs à accueillir des unités d'apprentissage. Sur le problème spécifique des débits de boissons, on pourrait avoir le raisonnement que nous avons sur les élèves de 15 ans, puisque pour les élèves de 15 ans qui vont avoir leur anniversaire dans l'année civile des 16 ans, il y a un assouplissement qui est possible et on pourrait l'envisager aussi dans ce domaine. Les discussions parlementaires permettront d'avancer sur cette question. Nous sommes évidemment ouverts tout en tenant compte des spécificités du sujet puisqu'il s'agit des débits de boissons et qu'on doit être quand même très attentif aux règles qui les entourent. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Mireille Jouve pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Pour 2 minutes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Depuis l'adoption de la loi du 31 décembre 1959, dite loi Debré, les collectivités territoriales sont tenues de participer, sous forme d'un forfait, au fonctionnement matériel des écoles, collèges et lycées sous contrat d'association avec l'État. Cette obligation vaut aujourd'hui uniquement pour les élèves pris en charge à partir de l'âge de 6 ans, âge où la scolarité devient obligatoire. Le président de la République a annoncé le 27 mars dernier, en ouverture des assises de l'école maternelle, sa volonté d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 3 ans. Nous sommes nombreux au sein de cet hémicycle à nous féliciter de cette décision sur un plan éducatif. Toutefois, nous nourrissons d'importantes inquiétudes quant à ses conséquences financières qui pourraient être beaucoup plus lourdes pour nos communes que pour l'État. En effet, à ce jour, les enseignants des écoles maternelles privées sous contrat font déjà l'objet d'une rémunération sur le budget de l'État. En revanche, la participation des communes dans le cadre du forfait d'externat n'est pas légalement requise. Avec une scolarité obligatoire à 3 ans, les écoles maternelles privées sous contrat seraient en droit de réclamer une contribution aux communes qui ne le font pas déjà sur la base du volontariat.
En outre, le forfait couvrant les frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat étant indexé sur les dépenses des communes pour l'école publique, nous savons qu'il aura un coût plus élevé pour les écoles maternelles, du fait notamment de la présence des ATSEM. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Quelles dispositions sont envisagées afin de ne pas faire porter à nos communes l'essentiel du financement de cette réforme attendue? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mireille Jouve, merci pour cette question et merci pour ce que vous avez dit d'abord et avant tout sur l'importance de cette nouvelle. La scolarité à 3 ans est un moment historique, je pense, pour notre pays. La scolarité obligatoire, chacun le sait, nous en fêtions l'anniversaire puisqu'elle date d'un 28 mars 1882, a été un moment essentiel de notre République et depuis, ça a été changé 2 fois dans des moments importants de notre République, 1936 et 1959. On ne doit pas minimiser ce qui se passe au travers de cette mesure parce que c'est l'occasion de mettre l'accent sur l'école maternelle et vous l'avez dit aussi parfaitement, l'école maternelle c'est essentiel, on ne doit pas en minimiser le rôle, ça correspond à un âge très important de la vie et nous avons donc à concentrer de manière convergente les efforts des communes et de l'État sur cet enjeu de société, cet enjeu humain fondamental. Juste avant de venir ici, j'étais devant la commission éducation de l'Association des maires de France où je parlais justement de la question que vous avez soulevée et qui est tout à fait légitime. La question que vous soulevez, en réalité, n'est pas nouvelle. Vous l'avez dit vous-même, ces forfaits d'externat correspondent déjà à une réalité. Et d'ailleurs, les 3/4 des communes, sur la base du volontariat, sont déjà en train de l'acquitter auprès des écoles. L'obligation de scolarité à 3 ans ne mène pas nécessairement à une aggravation des charges des communes. Si tel devait être le cas, nous respecterions bien entendu la Constitution. A fortiori dans un contexte, je dois le rappeler, sur le plan des finances publiques des communes, où la baisse démographique des prochaines années va nous permettre, tous ensemble, communes et État, d'avoir des marges d'action pour envisager ces questions-là. L'obligation scolaire à 3 ans fera l'objet d'une loi, c'est évidemment du domaine législatif, une loi en 2019. Nous avons plusieurs mois pour regarder très sereinement les conséquences de cela. Nous le ferons donc ensemble, nous le ferons dans le respect de la Constitution, cela va de soi, dans le respect de vos compétences, dans le respect des enjeux de finances publiques que nous connaissons bien ensemble. Et donc, ceci ne doit pas nous conduire à minimiser l'importance de tout ce qui entoure les enjeux de cette future loi, c'est-à-dire l'amélioration de l'école maternelle en France, qui est un enjeu d'intérêt général fondamental. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, par une circulaire du 12 décembre dernier, vous chargez les préfets d'organiser le contrôle des centres d'hébergement d'urgence pour y collecter des informations sur la situation administrative des personnes qui les hébergent. Et ce, dans le but d'éviter la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence. Il me semble en effet naturel, même si cela peut en choquer certains, que l'État puisse s'assurer des conditions de séjour des personnes accueillies dans des centres financés par de l'argent public. Aujourd'hui, il semblerait que certaines des 140 000 personnes hébergées ne devraient plus l'être ou soient sans statut, ce qui ne permet plus d'accueillir de potentiels nouveaux bénéficiaires. L'objet de cette circulaire me paraissait donc parfaitement légitime. Pourtant, sur le terrain, la pratique est très éloignée de la communication faite autour de cette circulaire, dans la mesure où les équipes mobiles chargées de cette mission ne peuvent recueillir des informations sur les personnes hébergées que sur la base du volontariat. Je souhaiterais donc savoir, Monsieur le ministre, combien d'équipes mobiles ont réellement été créées et combien de centres d'hébergement ont été effectivement contrôlés depuis la publication de cette circulaire. Comment les personnes identifiées n'ayant plus à se maintenir dans ces établissements ont-elles été concrètement prises en charge et réorientées? Pour le groupe Les Républicains, comme il me semble pour beaucoup de Français, le droit à l'hébergement d'urgence n'exclut pas le respect des devoirs qui y sont liés. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Jacqueline Gourault. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio,
Oui, vous avez raison, le président de la République a souhaité qu'un examen de la situation administrative de chaque personne accueillie soit fait dans l'hébergement afin de favoriser leur orientation. C'est d'ailleurs à Orléans, au mois de juillet ou août, je crois qu'il avait annoncé cette orientation qui a été concrétisée par la circulaire prise conjointement par M. Jacques Mézard et Gérard Collomb en fin d'année dernière. Vous l'avez rappelé, des équipes mobiles composées d'agents de préfecture et des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont été chargés d'examiner la situation administrative des personnes hébergées dans l'hébergement d'urgence, par exemple, et puis aussi dans d'autres circuits d'hébergement, bien évidemment. En effet, il y a trop de personnes qui sont aujourd'hui dans l'indétermination, dans un espèce de no-man's-land administratif. Ceux qui peuvent être régularisés, bien sûr, doivent l'être, mais ceux qui sont en situation irrégulière ont vocation à quitter le territoire. Il y a également dans ces centres d'hébergement de nombreuses personnes qui devraient accéder à d'autres dispositifs, des demandeurs d'asile qui devraient être hébergés à ce titre, notamment en centre d'accueil qu'on appelle les CADA, ou des réfugiés qui ont obtenu l'asile en France, que nous devons aider à accéder au logement. La circulaire a donc d'abord pour objet de connaître la situation des personnes et de leur proposer au plus vite une solution adaptée. Alors vous m'avez posé des questions très précises auxquelles je ne vais pas absolument pouvoir répondre aussi précisément parce que je ne connaissais pas votre question, mais je peux vous dire que déjà 4000 personnes ont pour l'heure été identifiées. Ces opérations sont bien entendu toujours en cours, mais il s'agit là d'un chiffre en si peu de temps, puisque la circulaire date de décembre, qui montre que les agents sont au travail. Plus important encore, sur ces 4000 personnes identifiées, nous savons qu'il y en a près de 50% qui sont en procédure Dublin en cours de traitement. Nous avons eu d'ailleurs un texte qui a été adopté. Nous faisons tout, le ministre d'État et moi-même, pour que l'avancée de ces opérations d'identification permette d'avancer dans le traitement des personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière. Madame Eustache-Brinio. Je comprends que ce ne soit pas facile de donner des chiffres très précis, mais je voudrais être convaincue que le gouvernement, comme dans d'autres domaines, ne se contente pas d'effets d'annonce à grand renfort de communication sans résoudre concrètement les problèmes qui sont soulevés. La parole est maintenant à Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le 21 février dernier, le tribunal administratif de Paris annulait l'arrêté pris par Madame la maire de Paris fermant à la circulation les voies sur berge de la rive droite de la Seine. Cette décision a été prise au mépris du plan de déplacement urbain d'Île-de-France dont le périmètre a été fixé à l'échelon du territoire régional. Est-il besoin de rappeler ici que cette décision a été prise malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête et le refus de la majorité des riverains? Aujourd'hui, à l'heure où le débat fait rage sur le périmètre exact du Grand Paris, ce triste épisode de la fermeture des voies sur berge apporte la preuve concrète que c'est bien la région qui fait métropole. En effet, les Franciliens sont tous concernés par cette décision aveugle et dogmatique. Pour eux, les conséquences ne se sont pas faites attendre. Autour de la capitale, le temps de parcours a bondi. Les habitants de l'Essonne, par exemple, territoire que je représente ici au Sénat, mettaient 1 heure pour venir travailler à Paris. Ils mettent aujourd'hui près d'1h30. Pour qui? Pourquoi? La qualité de l'air s'est améliorée? Non. Le bruit a-t-il diminué? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, nous défendons dans cet hémicycle le principe de réalité. Nous plaidons pour le droit à l'expérimentation selon une formule simple et pragmatique. Ce qui fonctionne doit être conservé, ce qui ne fonctionne pas doit être abandonné. Eh bien, il est grand temps de rouvrir les voies sur berge à la circulation et d'engager une véritable concertation au niveau régional. Pour sa part, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, y est prête. Elle a même déjà fait des propositions concrètes. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que soit respecté le plan de déplacement urbain d'Île-de-France et que cesse enfin
ce qui est devenu désormais un véritable problème d'ordre public. La parole est à Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. 2 minutes, monsieur le ministre d'État. Beaucoup, monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Hugonnet. Ce que je vais faire, je vais vous le dire, mais ce que je ne vais pas faire, je vais également vous le dire. C'est opposer les initiatives des unes et des autres. Plutôt de les additionner, de les coordonner et de les évaluer. Parce que ce sujet, je comprends les désagréments que vous évoquez et le ressenti fait foi. Je constate quand même que selon l'agence Airparif, et croyez-moi, je prends ça avec beaucoup de prudence, a constaté qu'en 2017, la pollution de l'air, vous me direz que la marge de manœuvre était grande, s'est nettement améliorée à Paris et en Île-de-France. La situation s'est améliorée. Mais ça n'est pas qu'un problème de transport et de mobilité. C'est un sujet de santé et d'environnement. Donc je comprends l'exaspération de certains, mais j'aimerais que cette exaspération soit proportionnée à un sujet qui occasionne en France 36 000 décès prématurés. J'ai reçu la semaine dernière 14 feuilles de route des territoires qui sont en dépassement sur la qualité de l'air. Je ferai une synthèse de ces 14 feuilles de route et j'y ajouterai la semaine prochaine la feuille de route du gouvernement. J'invite évidemment l'ensemble des acteurs, et je l'ai fait d'ailleurs récemment, à dialoguer parce que seule une approche collégiale permettra une efficacité. Oui pour le droit à l'expérimentation, oui également pour l'évaluation. Laissez un tout petit peu de temps aussi à la démonstration. Je vous remercie. Merci. Nous en avons fini avec les questions d'actualité. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres. Prochaine question, mardi 10 avril. La séance est suspendue. Elle sera reprise à 16h20. Proposition de loi relative à l'élection des conseillers métropolitains. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va retrouver Saveria Rojek qui a suivi ces questions pour nous depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, quels sont les temps forts que vous avez retenus aujourd'hui ? Bien évidemment, le climat social avec ces 2 premiers jours de grève à la SNCF, la mobilisation importante et puis l'agrégation des mécontentements avec donc une première question à Édouard Philippe, au Premier ministre, une question de Patrick Kanner. Quelle est l'ambition sociale de votre gouvernement, lui a demandé donc le président du groupe socialiste ici au Sénat. Nous voudrions esbaudir les Français dans un tourbillon de réformes. Je ne crois pas, lui a répondu calmement, très calmement, le Premier ministre Édouard Philippe. Notre objectif est de mettre en œuvre la lettre et l'esprit du programme présidentiel. Et puis autre question, Delphine, sur le climat social, celle d'Éliane Assassi, la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Le président de la République a fait des erreurs, il a fait de la provocation, la colère monte. Allez-vous continuer à provoquer le désordre ou allez-vous négocier, à interpeller donc Éliane Assassi, à interpeller le Premier ministre Édouard Philippe, qui lui a répondu bien sûr le même ton calme, le même ton docte. Le Premier ministre qui a évoqué le mot manipulation. Notre objectif est de faire en sorte que dans le monde d'aujourd'hui, la SNCF puisse continuer à apporter la même qualité de service. Et puis bien sûr, autre question sur cette réforme proprement dite de la SNCF, une question à laquelle a répondu Christophe Castaner, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Christophe Castaner qui l'a répété, ce n'est pas la faute, la responsabilité des cheminots si le service rendu aux usagers se dégrade. Il faut sauver la SNCF, un grand service public dont il faut améliorer la qualité et le service rendu aux usagers. Voilà donc pour la réponse de Christophe Castaner à l'invective sur la réforme proprement dite de la SNCF. Voilà donc Delphine pour cette séance de questions d'actualité. On l'a vu, une séance de questions d'actualité dominée bien sûr par l'actualité sociale, le climat social, les 2 premiers jours de grève à la SNCF et la réforme de l'entreprise publique.
Merci à vous, Saveria. Et on va revenir sur ces réformes avec mon invité aujourd'hui, Alain Joyandet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur LR de la Haute-Saône. On va bien sûr parler de cette réforme des institutions, puisque on sait, les grandes lignes, elles ont été annoncées par Édouard Philippe hier. Mais avant cela, c'est le principe de cette émission. On retourne à la salle des conférences, puisque la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, est au micro de Tam Tran Nuit. Oui, Delphine, je suis donc avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Donc, une question sur la révision constitutionnelle. On voit une opposition assez forte, notamment de la droite sénatoriale. Est-ce que obtenir la majorité des 3/5, ça ne va pas paraître un petit peu compliqué ? Alors c'est très difficile de répondre à ce stade. En tout cas, le gouvernement s'engage dans ce processus de révision constitutionnelle avec évidemment la ferme volonté d'aboutir. Nous le ferons en respectant les grands équilibres de notre Constitution de 1958. L'objectif, ce n'est pas le retour à la 4e, ce n'est pas non plus un départ vers une 6e République. C'est un équilibre, mais un équilibre qui est modernisé par des institutions qui se veulent plus représentatives, plus efficaces. Et donc, c'est aussi un équilibre entre les pouvoirs du Parlement et du gouvernement qui sera recherché. Alors hier, on a appris des choses, à la fois la dose de proportionnelle à 15%, la baisse du nombre de parlementaires de 30%, mais il y a des choses qui ont encore plus inquiété un certain nombre de parlementaires. Je veux parler de la limitation du droit d'amendement. Vous avez renoncé au contingentement, mais certains sont inquiets du fait que les amendements, à partir du moment où ils n'ont pas de portée normative ou pas de lien direct avec le texte, soient directement refusés. Écoutez, d'abord, je me permets juste de faire observer que les 3 sujets que vous abordez là ne sont pas tous de même niveau, puisque les 2 premiers, à savoir la diminution du nombre de parlementaires et la représentation proportionnelle, ne figureront pas dans la loi constitutionnelle. Il y aura 3 projets de loi ordinaires, organiques et constitutionnels. La disposition qui figurera dans la Constitution est évidemment celle relative aux amendements que vous évoquez, mais je dirais au fond qu'il s'agit de graver dans le marbre constitutionnel des éléments qui sont déjà dans notre réalité institutionnelle, puisque lorsque des amendements soit sont sans lien avec le texte ou bien ne respectent pas les conditions, ils sont sanctionnés par le Conseil constitutionnel. Ce sont des cavaliers. Donc il s'agit de remettre dans la Constitution des éléments de cette nature. Un dernier mot sur qu'est-ce que c'est qu'un texte prioritaire, puisqu'on a parlé de textes prioritaires. Certains, un retour sur la réforme de 2008 et sur l'ordre du jour partagé qui donnait plus de place au Parlement. Non, je ne crois pas qu'il y ait un retour sur la réforme de 2008. Je pense au contraire que ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de prolonger, de conduire jusqu'à son terme la réforme de 2008, à la fois en donnant au gouvernement la possibilité d'accélérer sur certains textes les possibilités de son adoption, tout en évidemment le faisant dans le cadre des droits du Parlement, mais également de renforcer les pouvoirs de contrôle et d'évaluation du Parlement. C'est cet équilibre-là qui est recherché. Merci beaucoup Nicole Belloubet d'avoir répondu à mes questions. Et nous allons également interroger à notre micro Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Nous allons parler tout d'abord ensemble du 4e plan autisme. On va en savoir réellement un petit peu plus demain, mais déjà lors de sa visite de l'hôpital de Rouen, Emmanuel Macron a bien parlé d'un budget de 340 millions d'euros sur 5 ans. Est-ce que c'est assez quand on voit le retard français, c'est-à-dire que seulement 20% des enfants autistes sont scolarisés, quand on voit qu'il y a de très peu d'adultes qui sont réellement diagnostiqués, 75 000 sur les peut-être 600 à 700 000 que compte la France? Il y a d'abord un sujet de prise de conscience globale. Avant de parler des moyens qui seront alloués, le président de la République avait annoncé le 6 juillet dernier à l'Élysée une stratégie sur l'autisme. Le Premier ministre en donnera les détails demain matin en présence de Sophie Cluzel. Le président de la République a annoncé 340 millions débloqués, notamment sur les questions de dépistage, parce que plus on arrive à prendre les sujets en amont, meilleur le traitement est adapté, le suivi et l'accompagnement, en y associant évidemment les familles, les enfants, les professionnels de santé, le monde sanitaire, le monde médico-social. Donc c'est un sujet qui va bien au-delà des seules questions financières, mais qui est une prise de conscience collective afin de construire une société réellement inclusive et où chaque personne, à des degrés divers d'ailleurs dans l'autisme, puisse trouver sa place à l'école, dans le monde du travail
dans la vie de la cité, tout simplement. Alors, le président de la République a dit son triptyque tout à l'heure, effectivement, prévention, diagnostic précoce, inclusion. Il y a un sujet dont il n'a pas parlé, ce sont les inégalités territoriales en matière de traitement de l'autisme. Selon la région où l'on habite, eh bien, on n'a pas du tout le droit aux mêmes soins. Qu'allez-vous faire sur ce point? Mais il y a des inégalités territoriales en matière de santé, puisque vous le savez, c'est la problématique des déserts médicaux, qui n'est pas une problématique nouvelle, qui est une problématique qui est là depuis longtemps et qui touche certaines professions de santé dans certains territoires. Donc ça s'inscrit dans la stratégie nationale de santé qu'a présentée Agnès Buzyn il y a déjà quelques semaines, à savoir travailler sur les questions de prévention, mais aussi sur une meilleure prise en charge, notamment en décloisonnant l'hôpital et la ville et en décloisonnant le social et le médico-social. C'est en faisant travailler les gens ensemble, pas en essayant de maintenir le système tel qu'il est et qui a rencontré aujourd'hui ses limites, notamment dans l'accompagnement, par exemple, des personnes en situation d'autisme. Donc c'est en décloisonnant, c'est en travaillant différemment, en faisant les choses différemment et en ayant une société réellement inclusive. Quid justement des adultes autistes, car effectivement c'est facile de s'émouvoir devant des enfants autistes, mais aujourd'hui il y a un certain nombre d'adultes autistes qui n'ont pas été pris en charge. Qu'est-ce que l'on fait de cela? Qui n'ont pas été pris en charge quand ils étaient jeunes et qu'on doit pouvoir accompagner, par exemple dans des activités parfois professionnelles qu'il faut pouvoir former. Et il est vrai que s'il faut avoir une attention particulière sur l'enfance, parce que ce sont les autistes de demain, qu'il nous faut nous y préparer le plus en amont possible. Il faut aussi pouvoir accompagner ceux qui n'ont pas eu cet accompagnement-là dans les dernières années, à savoir travailler notamment sur les questions d'emploi, sur les questions de présence de personnes autistes dans les entreprises. Et ce travail-là, il se fera aussi avec le monde professionnel. Un dernier mot sur le climat social, Benjamin Griveaux. D'ailleurs, la visite de ce matin a été perturbée par les mouvements sociaux dans les hôpitaux, en plus de la SNCF, en plus d'Air France, des mouvements dans les universités. Ne craignez-vous pas que cela fasse boule de neige lors de ce printemps social qui s'annonce? Je ne crois pas à la convergence des luttes. Laurent Berger le disait lui-même ce matin sur l'antenne de l'un de vos confrères, parce que les demandes sont très différentes dans les différents secteurs que vous avez évoqués, et parce que le gouvernement avance en écoutant, en dialoguant, mais en étant extrêmement déterminé. Nous avons pour mission de transformer le pays. Nous avons l'intention de mener cette transformation à son terme, que ce soit sur le nouveau pacte ferroviaire pour avoir un meilleur service public ferroviaire pour les usagers, avec des trains à l'heure et un service public qui arrête de perdre 3 milliards d'euros chaque année, que ce soit pour les hôpitaux ou dans le monde de la santé, où il y a à nouveau là une grande révolution à construire et à construire la bataille, à gagner la bataille de la prévention. Ce sont des transformations profondes, c'est normal que ça génère des inquiétudes. On est là pour expliquer ce qu'on fait et pour avancer avec une grande détermination et beaucoup de calme. Merci beaucoup Benjamin Griveaux d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Tam pour toutes ces réactions et on revient avec vous Alain Juandé sur ces annonces d'Édouard Philippe hier, le Premier ministre qui a donc dévoilé les grandes lignes de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, en l'état, ce projet peut-il être voté par la droite ici au Sénat ? Alors, il est un peu tôt quand même pour dire s'il peut être voté. Il y a un certain nombre de points qui sont des points d'accord, très clairement. Et par contre, il y a des lignes rouges qui sont difficiles à franchir pour les sénateurs ou pour la droite parlementaire en général. Il faut préciser, ça a été dit par la ministre tout à l'heure, parce qu'il y a des raccourcis qui sont effectués, il faut préciser qu'il n'y a pas besoin de réformer la Constitution, par exemple, pour diminuer le nombre de parlementaires. C'est que c'est un sujet sur lequel nous sommes d'accord, puisque nous avions déjà dit lors de la dernière élection présidentielle que c'est un sujet sur lequel il pouvait y avoir un accord entre la gauche et la droite. C'est trop pour vous, Alain Juandé ? Bon, écoutez, il faut bien trouver un chiffre, donc 30%. Ça me paraît quelque chose d'acceptable, puisque en gros, on fait passer le nombre de parlementaires de 900 à 600, un peu plus de 600. Donc voilà, la question demain, c'est pas trop le nombre. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à bien représenter l'ensemble des territoires ? Est-ce que tous les départements auront un sénateur, auront un député? Parce que ce dont souffre notre pays actuellement, c'est quand même que toutes les réformes qui sont annoncées, on voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé encore aujourd'hui sur les différents sujets, toutes les réformes qui sont annoncées, qui s'empilent, concourent à une espèce de fracture territoriale, fracture sociale. Donc il faut que cette réforme institutionnelle nous permette de reconstruire, enfin en tout cas de ne pas continuer à déconstruire l'unité nationale. Concrètement, dans votre département, vous êtes 2 sénateurs. Si l'on passe à 244 sénateurs au lieu des 348 aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait n'avoir qu'un seul sénateur en Haute-Saône, votre département ? Alors, je crois que si on passe à 240 sénateurs, il y a de fortes
une forte probabilité pour qu'il n'y ait, par exemple, en Haute-Saône, plus qu'un seul sénateur au lieu de 2. Il faudra s'accommoder. Ça sera un travail beaucoup plus compliqué parce que le département est grand, géographiquement, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Pour un seul sénateur, ça sera 545 communes dont il faudra s'occuper. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et puis bon, dans les temps qui courent, si on peut dire, il faut aussi que le Parlement montre l'exemple, que les parlementaires montrent l'exemple. Je crois que c'est ça le message qui nous est envoyé. Par contre, il y a un sujet de préoccupation qui est l'élection, la proportionnelle on va y venir, pour si les vous voulez députés. Bien, Gillandé, mais on continue les réactions puisque Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, est au micro de Tam Tranuel. Elle va revenir sur ce mouvement de blocage des universités. C'est à vous. Effectivement, on va revenir ensemble sur ce mouvement de blocage des universités. Frédérique Vidal, alors que nous sommes en plein dans un climat de contestation sociale, eh bien les universités se joignent aussi à ce mouvement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est qu'il y a 3 sites bloqués et environ 8 sites qui sont perturbés sur plusieurs centaines de sites en France. Donc je suis évidemment très attentive à ce qui se passe sur ces sites, notamment sur les sites où il y a de la violence, que je condamne absolument. Il y a pu en avoir à toute Montpellier. forme de violence. Vous parlez de Montpellier, il y en a eu aussi à Nantes, à Strasbourg. Ce sont des actes isolés, mais totalement inadmissibles, que je condamne fermement. Et d'ailleurs, les présidents d'université sont incités à porter plainte dans tous les cas, surtout lorsque, au travers de tags notamment, ils sont menacés de mort. Au cœur de contestation des étudiants, il y a la réforme de Parcoursup. Est-ce qu'il y a eu un manque au moins de pédagogie du gouvernement sur ce sujet? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Non, je pense qu'il y a surtout une forme de désinformation. La concertation a duré 3 mois. Elle a été approuvée par la majorité des organisations syndicales représentant les personnels et représentant les étudiants. Et donc je suis surprise aujourd'hui d'entendre autant de choses fausses sur cette réforme. En aucun cas, il ne s'agit de sélectionner. En aucun cas, la compensation sera supprimée. En aucun cas, les redoublements seront supprimés. Donc on entend beaucoup de désinformations qui ont probablement vocation justement à générer de l'inquiétude. C'est pour ça que je suis toujours à la fois dans l'écoute et dans la pédagogie. Ne craignez-vous pas un effet boule de neige lorsque l'on voit bien ce printemps social qui s'annonce? Il y a ce mouvement dans les universités et bien sûr le mouvement à la SNCF ou encore à Air France. Alors si vous faites référence à la convergence des luttes, j'ai tendance à dire que c'est un slogan, c'est parfois le vieux rêve de certains. Parler de convergence, c'est juste refuser de regarder les sujets sur le fond. Et moi, évidemment, c'est ce que je compte continuer à faire. Je rappelle que l'ensemble des universités, la très grande majorité des équipes pédagogiques sont actuellement en train de préparer l'arrivée des lycéens pour la rentrée 2018 et sont en train de préparer la tenue des examens pour les étudiants cette année. Donc voilà, je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, tous ces gens qui sont en train de travailler pour les jeunes en France. Merci beaucoup Frédérique Vidal d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Alain Joyandet, vous évoquiez le principal problème pour vous, c'est l'introduction d'une dose de proportionnelle. Elle serait fixée à 15% pour l'élection des députés. Hier, sur ce même plateau, Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat, avait bien estimé que c'était beaucoup trop peu, finalement, pour lui. Est-ce qu'on peut trouver justement un juste milieu dans ce dosage de proportionnel? Ces 15% reflètent bien l'état d'esprit de l'exécutif et du président de la République. C'est en même temps, en fait. On met de la proportionnelle un peu, mais pas trop. Donc, je ne comprends pas ces 15%. Parce que soit on est vraiment pour la proportionnelle, c'est-à-dire pour un régime beaucoup plus parlementaire, auquel cas il faut aller beaucoup plus loin, 50%. Ou bien on considère que cette proportionnelle n'est pas bonne, auquel cas il ne faut pas en mettre. On est là dans une promesse électorale qui a été faite à M. Bayrou par Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle. Et comme on voit bien que dans cette 5e République, à partir du moment où on a un président de la République qui est élu au suffrage universel par tous les Français, on a besoin d'un Parlement, après cette élection présidentielle, avec une majorité. Donc on voit bien le danger de cette proportionnelle qui peut ne pas donner de majorité au président de la République. La France a toujours besoin d'une majorité au Parlement pour pouvoir se réformer, justement. Et donc ces 15%, je ne les comprends pas. Selon vous, comme ce qui se passe en Allemagne ou en Italie, ça peut arriver en France si on introduit justement... bien sûr, mais le cas de l'Allemagne est différent parce que le président, il n'y a pas de président de la République élu au suffrage universel. Et donc ça c'est... Alors moi j'ai une position sur les institutions qui n'est pas forcément le reflet de l'ensemble de mon groupe ou de l'ensemble de la droite.
à titre personnel, je ne suis pas hostile à ce qu'il y ait de la proportionnelle dans le système institutionnel, mais je ne comprends pas les 15% d'une espèce de mi-chemin qui n'apporte que des inconvénients et aucun avantage. Justement, vous parliez de votre position. On a du mal à y voir clair, justement, entre la droite sénatoriale, la position du parti LR sur cette réforme constitutionnelle. La droite est vraiment divisée sur tous ces sujets ? C'est pas qu'elle est divisée, c'est que c'est un sujet qui n'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Sauf que, en gros, on peut dire que la droite est plutôt, quand même, traditionnellement pour le scrutin uninominal, ce qui est le cas aujourd'hui. Et puis la gauche a toujours essayé de pousser la proportionnelle dans toutes les élections. Pour ce qui concerne notre famille politique, elle devra évidemment définir une position prochainement. Mais la droite sénatoriale n'a pas forcément la même position que la droite à l'Assemblée nationale. Le Sénat est le représentant des territoires. Donc il y avait un certain nombre de points très importants sur lesquels le président Larcher a obtenu satisfaction, notamment la représentation des départements. On n'a pas d'élection proportionnelle, par exemple, pour les sénateurs au niveau régional. On a pu le craindre à un moment donné. Donc le Sénat étant garant de la représentation territoriale, notre travail à nous, les sénateurs, ce sera de faire en sorte que cette représentation soit bien assurée à l'occasion de cette réforme institutionnelle. Mais si vous le permettez, une autre question qui me taraude, c'est je ne vois pas pourquoi maintenant cette réforme. Vous avez remarqué dans les questions d'actualité au gouvernement, pas une question sur la réforme institutionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas la préoccupation du moment. Donc pourquoi nous apporter ce sujet en ce moment, alors qu'il y a tellement d'autres problèmes à régler, le terrorisme repart, tous les sujets. Donc il y a quelque chose qui est un peu curieux dans le calendrier politique. On va revenir sur ce calendrier politique, si vous voulez bien, Alain Juillandé, mais on retourne une dernière fois à celle des conférences. Pour une réaction à cette séance, à vos côtés, c'est Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, Tam Tran Nui. Oui, Laurence Rossignol, vous êtes en très profond désaccord avec la réforme constitutionnelle, institutionnelle qui a été annoncée hier par Édouard Philippe. Sur quel point ? Mon premier désaccord porte sur la méthode. Quand on réforme la Constitution, et ce n'est pas une affaire anodine et banale, on commence par poser un diagnostic et on fait partager le diagnostic avec le plus grand nombre de Français. Je n'ai toujours pas compris sur quel diagnostic se fonde la réforme présentée par le président de la République. Par exemple, aux dernières élections législatives, au deuxième tour, il n'y a eu que 43% des Français qui sont allés voter. Cette formidable majorité sur laquelle s'appuie le gouvernement est une majorité élue par moins d'un Français sur deux. C'est un gros problème pour nous tous. C'est un problème démocratique qui n'est pas traité dans la réforme. C'est un problème démocratique. Comment ramener les Français aux urnes ? Je crois que c'est la question centrale. Deuxième sujet, pourquoi les Français ont-ils toujours l'impression qu'entre les élections et les élections suivantes, les responsables politiques ont perdu le lien avec eux? Pourquoi ont-ils l'impression, par exemple aujourd'hui, on le voit avec la réforme de la SNCF, que entre deux élections, ils ne peuvent s'exprimer que dans le conflit social? Toutes ces questions-là sont absentes. Par exemple, j'en cite une autre, les questions de parité. On n'est encore pas à l'objectif espéré en matière de parité. Cette question est absente des propositions du gouvernement. Il n'y a aucune proposition qui trouve grâce à vos yeux? Mais c'est pas ça, c'est que la méthode me laisse perplexe, elle n'est pas assise sur un diagnostic, et comme il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'ambition. Je ne comprends pas ce que le gouvernement attend de cette réforme de la Constitution. Est-ce qu'il attend plus de démocratie? Est-ce qu'il attend plus de participation des Français? Plus de co-construction de la loi? Plus de contrôle des citoyens sur l'activité parlementaire? Rien de tout ça n'apparaît, ce sont pourtant les enjeux. Le non-cumul des mandats dans le temps, par exemple, c'est quelque chose avec lequel les socialistes sont d'accord? Le non-cumul des mandats, je rappelle que nous l'avons fait. Voilà, d'abord, entre un mandat exécutif et un mandat parlementaire. Le non-cumul des mandats dans le temps, bien entendu, je suis d'accord. Mais si c'est ça l'objectif de cette réforme, nous avions fait une réforme identique en faisant moins de bruit d'un certain point de vue. Donc, je n'arrive pas à identifier l'objectif du gouvernement. Et de fait, je crains que nous soyons simplement dans des mesures démagogiques. La diminution du nombre de parlementaires ne va pas amener plus de démocratie. Vous voyez, je suis une élue locale, de terrain. Il m'arrive d'être avec d'autres collègues dans une manifestation. Jamais personne ne nous a reproché d'être là à 2 ou 3 parlementaires. En revanche, je me suis souvent fait remonter les bretelles parce que j'avais pas pu venir quelque part. Donc cette réforme tape à côté de la plaque. Elle ne réglera pas les dysfonctionnements de la démocratie française et elle accroît de surcroît la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République et de l'exécutif. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, Tam. Vous pourriez être d'accord avec ce que vient de dire Laurence Rossignol, Alain Juandé. Je voulais l'écouter. Oui, il y a au moins une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que cette réforme va augmenter les pouvoirs de l'exécutif par rapport au législatif, par rapport au Parlement, ce que n'avait pas fait. On avait d'ailleurs fait le contraire en 2008 avec Nicolas Sarkozy, dans la réforme que nous avions conduite pour donner plus de pouvoir au Parlement. Je pense que dans le monde compliqué dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a besoin de donner plus de poids au Parlement. Puis il y a un point qui n'a pas été abordé, c'est celui de la Corse aussi. Parce qu'on a aussi parlé de la Corse. Et à titre personnel, je pense qu'on peut ouvrir une porte pour la Corse dans la Constitution. Je pense que l'article 72 pourrait être utilement complété pour que la Corse puisse voir ses spécificités reconnues, qu'on fasse un déblocage, qu'on profite de cette réforme institutionnelle pour essayer d'apaiser un peu les Corses, tout en étant dans la République, sans toucher aux grandes missions régaliennes de l'État, dans l'unité de la République, mais qu'on puisse quand même permettre aux Corses de modifier à la marge la loi française en tenant compte des spécificités de l'insularité corse. Eh bien, merci. Merci Alain Juandé d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Valérie Rabault, députée Nouvelle Gauche du Tarn-et-Garonne, est l'invitée de Questions d'Info cette semaine. Questions d'Info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP et Le Point, ce soir à 20h30. Elle s'appelle Alice, mais dans quelque temps, elle ne s'en souviendra pas. Alice Hollande a 50 ans et elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Comment appréhender la perte progressive de sa mémoire? Comment en parler à ses proches? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions avec mes invités dans Grand Écran, juste après le film Style Alice. Grand Écran, présenté par Valérie Brochard, dimanche à 20h30.